Bonjour, je m'appelle Erwan Bigan, je suis ingénieur et physicien et dans les premières années de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé en recherche en physique appliquée et ensuite, pendant de nombreuses années, j'ai travaillé dans l'industrie des télécoms avant, il y a quelques années, de prendre quelques grandes vacances intellectuelles et de me plonger dans des travaux de biologie théorique. Alors, dans ces travaux de biologie théorique, j'ai essayé de comprendre comment une cellule marchait, un peu comme un enfant essaye de comprendre comment un objet fonctionne quand il le trouve, et en essayant d'apporter des réponses à des questions assez simples et qui touchent à des caractéristiques qualitatives communes à quasiment toutes les cellules. Et par exemple, une des caractéristiques d'une cellule, c'est qu'elle croisse et se divise. Et une des questions que je me suis posée, c'est quels sont les mécanismes qui conduisent à une telle croissance et division, et notamment comment est-ce qu'une cellule peut ainsi se reproduire à l'identique. Alors pour y répondre, j'ai essayé de construire des modèles assez génériques de cellules et qui dégraissent toute la complexité afin de n'identifier que le strict minimum requis pour permettre justement une telle croissance. Et parmi les résultats que j'ai obtenus, un touche à la synchronisation entre les taux de croissance de la membrane et de tout ce qu'elle contient. Alors si on considère une cellule en début de cycle, qui a une membrane et un certain nombre de matériels embarqués dans la membrane, et qui est une soupe chimique qui permet de resynthétiser l'ensemble de ses constituants, y compris la membrane elle-même. En fin de cycle, on obtient deux objets identiques. C'est donc la vitesse avec laquelle la membrane elle-même s'est resynthétisée est parfaitement synchronisée avec la vitesse à laquelle tous ces constituants qu'elle embarque sont également resynthétisés. Et on imagine bien que si cette synchronisation n'était pas parfaite, par exemple que si la membrane était synthétisée un peu plus vite que ses constituants, alors la membrane augmenterait en taille plus vite que les constituants ne sont resynthétisés et la cellule finirait par s'écraser sur elle-même, se replier sur elle-même au bout de quelques cycles. A l'inverse, si par exemple la membrane n'était pas synthétisée assez rapidement, eh bien la cellule exploserait au bout de quelques cycles. Or, on a un système qui fonctionne de manière parfaite et la croissance harmonieuse semble être parfaitement établie. On peut se poser la question de savoir si cette croissance harmonieuse, c'est le résultat de la sélection naturelle, par exemple d'un ajustement très fin de paramètres cinétiques et qui fait que toutes les cellules qui ne marchaient pas ont disparu. Ou bien, une autre hypothèse, c'est celle que le système s'auto-ajusterait lui-même pour atteindre ce régime de croissance harmonieuse. Et un de mes résultats, c'est justement que la réponse est bien la deuxième. Une telle croissance harmonieuse est tout à fait possible en tant que propriété émergente de niveau système. Et pour y arriver, j'ai élaboré un certain nombre de modèles et numériques et de preuves formelles mathématiques donc, qui permettent donc d'appuyer ces résultats. Et c'est aussi par ce chemin, donc de cette biologie théorique et de modèles génériques de cellules, que j'ai rencontré Laurent Schwartz, ce qui a été une rencontre presque fortuite, mais qui m'a amené à réfléchir sur la manière dont les modèles que je construisais pouvaient être appliqués pour expliquer certaines caractéristiques quantitatives observées sur des cellules, des cultures cellulaires de lignées de cellules humaines, saines ou cancéreuses. Et notamment, donc, Ramin Abolassani a effectué des mesures qui montrent que certains métabolites clés varient au cours du cycle cellulaire. Et pour pouvoir rendre compte des variations de ces concentrations de métabolites clés telles que l'ATP ou bien la concentration en UH+, qui est liée au pH, varie au cours des cycles cellulaires, eh bien, il est important de prendre en compte la géométrie et la manière dont la géométrie de la cellule varie au cours du cycle cellulaire et pas seulement le métabolisme dans son ensemble. Et les modèles que j'ai développés dans mon approche assez théorique de la biologie sont justement des modèles qui couplent la chimie à la structure et à la forme de la cellule. Et donc c'est
par ce biais que je contribue aux travaux actuels qui visent justement à développer un modèle plein de cellules qui couple à la fois métabolisme et géométrie de la cellule pour mieux rendre compte des variations observées au cours du cycle cellulaire, que ce soit pour des cellules saines ou cancéreuses. Et l'objectif ultime de ce travail, donc avec Laurent Schwartz, avec Ramin Abolassani, avec Sabine Pérez et beaucoup d'autres, c'est au travers de modèles quantitatifs d'une cellule, arriver à mieux comprendre comment on pourrait rétablir le métabolisme dégradé, détérioré, en tout cas différent pour une cellule cancéreuse comparée à une cellule saine, et ainsi identifier de nouvelles approches thérapeutiques qui permettraient de corriger le métabolisme aberrant d'une cellule cancéreuse. Le modèle et les travaux que l'on fait, et dans l'échange très régulier donc, que j'ai avec Laurent, pour moi, je vois deux vertus au modèle. La première, c'est une vertu quasiment, on va dire, objective, rationnelle, matérialiste. En gros, c'est de dire, bon, je veux comprendre quelle serait, par exemple, l'influence de l'action de telle molécule ou cocktail de molécules sur le métabolisme. Et donc, je veux avoir un modèle qui rende compte quantitativement. Et je peux dire, bah oui, si je mets ça dans la cellule, si j'administre ça à la cellule, voilà ce qui va se passer. Ça, c'est vraiment une approche quantitative, rationnelle. Mais au travers des échanges que l'on a, je vois aussi en fait une autre vertu, c'est que ces échanges permanents et ces discussions, et donc c'est sur les mécanismes physiques et physico-chimiques qui se passent à l'intérieur de la cellule, c'est finalement une forme d'inspiration pour Laurent. C'est qu'en fait, Laurent est le praticien. Moi, je ne suis pas praticien, mais je me rends compte au fil des échanges qu'en fait, ce travail en commun a une autre vertu, qui est une vertu presque induite, qui est qu'en fait, ça donne des idées. Ça donne des idées pour essayer de nouvelles choses et qui ne sont pas forcément en lien direct avec l'output du modèle. Bon, je fais de la biologie depuis 2011, donc depuis peu. Avant mes études, j'ai fait un parcours d'ingénieur, hein, X, télécom, enfin un ingénieur télécom. J'ai travaillé pendant presque 10 ans dans la recherche en physique appliquée, donc c'était vraiment de l'optoélectronique. Je faisais du design, de la fabrication et de la caractérisation de composants, de puces qui ont des fonctions optiques et électriques, des lasers, des détecteurs de lumière, des modulateurs de lumière. Et donc c'est de la physique très appliquée parce que je passais mon temps en salle blanche, enfin, je fabriquais des composants. Et c'est de la physique du semi-conducteur pour des applications optoélectroniques. Et après, je suis retourné donc, dans une filière qui était plus conventionnelle par rapport à mes études. Je suis allé dans l'industrie des télécoms, je travaillais pour des opérateurs de télécoms, Orange, Swisscom, pendant pas mal d'années, pendant plus de 15 ans. Et également dans les systèmes de cryptage pour la télévision numérique. Enfin, donc c'est des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la biologie. Et puis, en fait, j'avais quand même un certain appétit pour revenir, on va dire, à la science, parce que j'ai un côté scientifique à la base. Et donc, je me suis dit, comme j'en avais pas vraiment pris la voie, je me suis dit, je vais me payer des grandes vacances intellectuelles. Donc, voilà, j'ai décidé de budgéter tant et de m'autofinancer pendant tant d'années et de ne pas travailler au sens rémunéré du terme. Et donc de me remettre à la recherche. Et pour me remettre à la recherche, comme je me choisissais de le payer moi-même, je me suis dit autant se faire plaisir et faire quelque chose de différent de ce que j'avais fait auparavant. Et je me suis mis dans la biologie, c'est une forme de nouvelle passion. Et donc j'ai commencé par faire un master. J'ai fait durant l'année scolaire 2011-2012 un M2 en biologie parce que je ne connaissais pas grand-chose à la biologie. Et ce qui m'a permis de faire différents stages dans différents laboratoires, donc d'appréhender un peu mieux l'environnement de la recherche en biologie et en sciences de la vie. Et puis ensuite de continuer sur ce qui était une deuxième thèse que j'ai soutenue à la fin de l'année dernière. Donc une thèse qui a porté sur des résultats assez théorique en biologie et qui vise à mieux comprendre comment une cellule fonctionne dans ses caractéristiques
véritablement de base et commune à quasiment toutes les cellules. Et c'est au cours de ce travail de thèse, tout à fait par hasard, parce que Laurent Schwartz partageait le bureau de mon co-directeur de thèse, Jean-Marc Seyert, que j'ai rencontré Laurent Schwartz et que nous avons commencé à travailler ensemble. Alors en fait, c'était une interaction où je suis arrivé finalement à consacrer pendant les 3 dernières années, un jour par semaine, je le consacrais au cancer. Et les 4 autres jours, je les consacrais à mes travaux plus théoriques sur mes modèles de pleines cellules.